Garnier. Nouveau, l'espray fixant graphique change de tête. Avec le module spray, je spray sur mesure. Un peu, beaucoup, infiniment. Vous avez sans doute tous vu ces pubs à la télé, sans y prêter une attention particulière. Peut-être ne savez-vous pas que les bouchons de ces flacons ont été ou sont encore fabriqués à Tournu, dans ce qui était alors l'usine Reboul et qui est maintenant Rexam SMT. Nous sommes en 1958. L'entreprise a beaucoup grandi suite à, disons, ces trois activités. Monsieur Bardin pourrait continuer, mais c'est un homme qui relève beaucoup les défis et qui aime s'attaquer à des process difficiles. La métallisation par réduction d'argent est peu connue en France et Monsieur Bardin va démarrer cette activité qui sera suivie de très près par la métallisation sous vide. Ce procédé qui consiste à imiter le métal et à lui donner l'aspect de l'or va révolutionner le marché de la cosmétique. Cet atelier deviendra le plus important de France dans les années 60-65. Monsieur Bardin a arrêté sa société en 1964, quand il fut racheté par le groupe anglais international Copalman. Ce n'est pas un hasard si le groupe Copalman s'est intéressé à l'entreprise de Bardin, parce que dans ce groupe existait Reboul, qui était fabricant de rouge à lèvres, le plus gros fabricant européen de rouge à lèvres. Les rouges à lèvres, à cette époque, étaient encore un produit relativement de luxe et fabriqué avec des étuis en laiton poli, donc très cher, et qui étaient, disons, destinés à une clientèle relativement aisée. Le fait de faire de la métallisation sous vide sur de la matière plastique et d'imiter le laiton poli, il est bien naturel que les rouges à lèvres allaient, disons, considérablement baisser au niveau des tarifs. Donc on allait attaquer le marché de masse. Et donc, c'est ce qu'a fait Copalman. Il a acheté M. Bardin pour, vraisemblablement, l'atelier de métallisation. En 1982, le groupe Copalman décide de scinder les activités de luxe, c'est-à-dire les produits cosmétiques qui sont revendus aux grands parfumeurs, et les produits de grande série. Donc Simandre hérite des produits de luxe et l'atelier de Tournu travaillera sur la grande série, c'est-à-dire sur les bouchons et également les produits qui se monteront sur les coiffes aérosols. Les bâtiments ont subi quand même des transformations au fil des années. Monsieur Bardin a grandi régulièrement. Il a commencé très petit, il a grandi régulièrement. Et nous avons également, disons, augmenté les surfaces au fur et à mesure, disons, de l'exploitation. Nous sommes maintenant, d'ailleurs, disons, en limite de terrain, donc il n'y a plus de possibilité, si vous voulez, de faire grandir l'usine. Et c'est pour ça qu'en 1993, nous avons repris l'ancien site de la société Airborne pour y installer les machines d'assemblage qui assemblent les produits tels que les pompes et les diffuseurs spéciaux. Sachant que sur Tournu, rive gauche, nous ne faisons que de l'injection plastique et sur le site du Pas-Fleuri, nous assemblons les pièces que nous produisons sur le site rive gauche. Les locaux rive gauche appartiennent à la société. Par contre, sur le site du Pas-Fleuri, nous sommes locataires de la ville de Tournu qui a racheté le site au dépôt de bilan d'Arborne. Nous réalisons à domicile de petits montages, de petits assemblages qui parfois, disons, ne sont pas judicieux de faire en machine automatique vu les faibles séries, ou alors des reprises de pièces défectueuses qui parfois, disons, arrivent aussi lors de nos fabrications. Donc c'est du triage et du petit assemblage. Mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Non, à domicile, une huitaine de personnes simplement, disons, travaillent pour nous. Ce que vous pouvez me préciser aussi, c'est combien il y a d'employés dans l'entreprise? Oui. L'entreprise compte 150 employés, 100 qui travaillent sur le site d'injection, rive gauche,
Là, nous avons des équipes qui travaillent en 3-8, puisque le process est continu, et 50 personnes qui travaillent à l'assemblage sur le site du Pas-Fleuri. Les clients n'ont pas beaucoup varié depuis quand même de longues années. On retrouve toujours L'Oréal, nous retrouvons Procter & Gamble, Colgate, Estée Lauder, des parfumeurs également, Yves Saint Laurent, parce que nous leur vendons des pompes à crème qui rentrent dans la gamme de leurs produits cosmétiques. Actuellement, Estée Lauder, avec les pompes, est un très gros client à la société. Nous exportons environ 30% de notre production aux États-Unis. Vous n'exportez qu'aux États-Unis? Non, on exporte dans d'autres pays. Les bouchons, nous exportons des bouchons en Amérique du Sud, en Grèce, en Allemagne, en Italie, au Danemark, en Suisse également, même en Angleterre. Hein. Mais au niveau des pompes, nous avons un très gros débouché chez Estée Lauder aux États-Unis. On a ici le module, la pompe, le diffuseur, la frette, le capot et le tube. Donc c'est un assemblage de 5 pièces. Vous voyez bien? La lampe pygmée, La lampe pygmée, exactement. vous en souvenez? Ah bah oui, on en a réparé quelques-unes encore à l'époque où j'étais là. Il y a déjà quelques années que j'étais là. Ah oui. Vous arrivez à en recevoir, je sais pas moi, quelques-unes, 5 ou 6 ou 10 dans l'année à réparer. Quoi. Donc quand vous êtes entré en tant que quoi? Oh ouais, tout simplement. J'avais 15 ans, je savais pas trop où me mettre. Hein. 15 ans. J'avais 15 ans depuis un mois. Même pas, depuis 3 semaines. Et vous faisiez quoi comme travail? Quand je suis entré ici, on faisait des haches oignons. Vous savez, c'est ces petits trucs qu'on appuyait dessus, là, avec les lames, pour cracher les oignons. Mon premier travail, c'était ça. Faire un trou dans le petit carré d'alu qui se trouve à l'intérieur, qui tient les lames. Et puis ensuite, d'affûter les lames. C'était tout manuel, quoi. C'était une meule qui tournait avec devant soi une sorte de chariot. On mettait la lame dessus, puis on l'avançait. On passait 2 fois sur la meule, on la retournait et on recommençait. Pour faire un biseau. C'est incroyable. Ouais, ouais. Et il y avait combien de... Vous vous rappelez combien vous étiez quand vous êtes arrivé? Bah, je crois que le maximum qu'on a dû être ici, ça devait être 570 fois. C'est beaucoup. Ah oui, quand on sortait, c'était les moineaux, là, sur le pont. Ouais. En vestiaire, on est tous serrés comme des sardines, on est des petits placards, plus ou moins, là, acheté celui-ci. On pouvait à peine se changer. Donc vous avez connu M. Bardin comme, Oui. Comme patron? C'était son entreprise, c'était le patron. Pas comme aujourd'hui, il y a des actionnaires qu'on ne connaît pas, qui ne connaissent pas la boîte non plus. Et Donc vous pouvez bien faire la différence entre un oui, patron oui. à qui vous pouviez parler. Ah, parler, oui. Enfin bon, malgré tout, il y avait une certaine rigueur qui ne vous permettait pas beaucoup de dialogue, pas beaucoup d'écart. Donc Ah si bon? tu fais ça, tu ne cherches pas à comprendre, tu es là pour faire ça, c'est tout.
fais-le le plus vite possible, le mieux et le plus vite possible. Et, donc au début, vous étiez payé aux pièces, Oui, oui, oui. et maintenant ça n'existe plus. Oh non, depuis longtemps. Depuis 75, peut-être même avant. Ah oui. C'est vrai qu'à l'époque, si vous vouliez gagner votre vie, il fallait travailler. C'était pas toujours facile. Puis c'était pas toujours équitable non plus, dans le sens où pour définir le nombre de pièces que vous aviez à faire à l'heure, bon, bah, vous étiez forcément chronométré par des gens qui étaient là pour ça. Et puis qui travaillaient aussi, ben, évidemment. Vous essayez de faire le boulot le mieux possible, quoi, parce qu'on les poussait aussi toujours à faire des chronos le plus juste possible, quoi. En plus, bon, bah, vous aviez le fait que certaines personnes sont plus habiles que d'autres. S'ils se trouvaient, puis ils choisissaient bien leur personne, quelqu'un de bien habile au moment, puis qui n'avait pas à l'esprit le fait de dire, bon, bah, si je vais trop vite maintenant, je vais avoir un chrono trop élevé et je ne donnerai plus rien après, parce que ce qui comptait, c'est ce qu'on faisait en plus des pièces demandées. Eh ben, c'était un poste où on gagnait rien. Oui, puis il suffisait qu'on se trouve fatigué. Aussi. Donc vous avez fait toute votre vie ici. Ben oui. Oui. J'étais pas parti pour ça pourtant, mais bon, ça s'est trouvé comme ça. Vous aviez passé combien de temps? Ben, ça va faire 43 ans bientôt, Donc vous prenez votre retraite quand? au 31 janvier. 31 décembre plutôt. Enfin, une pré-retraite, parce que je n'ai pas encore 60 ans. Est-ce que vous vous rappelez des inondations aussi? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ben, les années, par contre, je ne me souviens pas vraiment, mais je me souviens des innovations, oui. Donc, comment ça se passait? Vous aviez été obligé de tout soulever? Ah, on mettait tout sur Molon, oui. On soulevait les presses, on donnait même. Puis ici, c'était un atelier autrefois. Il y avait 80 personnes là-dedans. Dans tout Eh bien, on passait sur des passerelles qu'on avait fait. C'est-à-dire que des moellons les uns sur les autres avec des bastins dessus. Alors, il y avait des gens qui étaient en cuissarde dans l'eau, ou en botte, et puis qui aidaient les dames à passer, qui craignaient un petit peu de passer sur ces planches étroites, quoi. C'était essentiellement des dames qui étaient là. Bon, ben, l'injection était... Il y avait de l'eau comme ça dedans. Et il y a eu du chômage technique à cause des inondations ou pas? Il y a eu, oui, quand c'était trop inondé comme ça, où on ne travaillait pas. Non, ça n'a plus rien à voir du tout avec le début. Plus rien du tout. C'est ni le même matériau, ni le même patron, ni les mêmes conditions de travail, il n'y a plus rien de pareil. Du tout. On a commencé le plastique du temps de M. Barin, évidemment, puisque l'atelier d'injection a été construit par lui, mais pas bien des années. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de Tournu, Ici? Ah oui, il y en a encore quelques-uns. Oui. Ah oui. surtout du côté... Un peu de partout. Hein. Un peu de partout. À une époque, c'était sûrement plus du côté de Brest, oui. Il y a même des gens qui venaient d'assez loin. Et c'est toujours les 3-8? Ah ben, il y a 3-8 les journées. Ça dépend du poste que vous occupez. Quoi. Ah oui, vous, par exemple, vous travaillez à la journée. À la journée, oui. Mais autrement, les machines, elles fonctionnent à temps Ah complet. oui. Toute la semaine, voire même plus quand il y a une équipe de week-end. Alors les machines ne s'arrêtent pas du tout, pendant des mois, des fois. Sauf si elles sont en panne, quoi.